Bonjour et bienvenue dans votre émission 60 ans, 60 regards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Joël Bellassène. Il a été le premier inspecteur général de chinois au ministère français de l'Éducation nationale et directeur de recherche en didactique du chinois à l'Institut national des langues et civilisations orientales, après l'avoir été à l'université Denis Diderot Paris 7. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'enseignement du chinois. Aujourd'hui, nous allons l'interviewer d'abord en français et ensuite en chinois. 观众朋友，大家好，欢迎收看相约60专题节目。今天我们很荣幸地请来了白乐桑老师。白乐桑老师是首任法国国民教育部汉语总督学法国著名汉学家，全权负责法国汉语教学大纲和考试大纲的制定与修改，汉语师资力量的考核和聘用。他曾出版了许多有关汉语教学的书籍。今天我们首先用法文来采访他，然后用汉语来采访他。Joël Bellassène, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous alors que nous fêtons le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la place qu'occupe l'enseignement de la langue chinoise en France? Très objectivement, la France, on peut le dire, a toujours, je dis bien toujours, été pionnière dans l'enseignement du chinois. Je vais juste citer quelques exemples. Le premier professeur titulaire d'une chaire d'enseignement du chinois dans le monde, c'est en France, dans le plus prestigieux des établissements, c'est le Collège de France, et c'est en 1814. 1814. Il s'appelait Abel Rémusat, donc c'est le premier professeur de chaire de chinois dans le monde. Ensuite, que dire d'autre? La France a été le premier pays à intégrer le chinois parmi les matières du baccalauréat, pouvant être présentées au baccalauréat. Ça, c'est en 1968. La France est le premier pays au monde à avoir créé un concours de recrutement des professeurs de chinois comme de professeurs d'anglais, de mathématiques, d'histoire. Et ça, c'est en 1966. Quoi d'autre? La France a été le premier pays... CAPES ou agrégation? Au début, ça a été le CAPES. Maintenant, c'est l'agrégation. Et l'agrégation, c'est moi qui ai porté ce dossier et qui l'a fait créer par le ministère de l'Éducation nationale. On y reviendra. Voilà. Et la France a été le premier pays au monde à publier un programme scolaire de chinois, ce qui est la chose la plus importante dans une discipline. Et là, c'est moi qui en ai été le rédacteur en chef. Et il y a eu un programme complet de chinois, comme il y a des programmes complets d'anglais ou d'espagnol ou de mathématiques ou d'histoire. Et ça a été en 2002. 2002. Mais auparavant, il y avait des morceaux de programme depuis la fin des années 70. Merci pour cette information parce que jusqu'à présent, on croyait que les États-Unis ou plutôt l'Angleterre a précédé d'autres pays. Non, pas du tout. Et comment vous expliquez en fait Voilà la vraie question, la question la plus importante, la plus intéressante. Exactement. Mais là, je viens de vous citer des faits objectifs. Faits, Mais ce qui est toujours intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le terrain favorable? Alors, à l'évidence, on peut dire qu'il y a eu un terrain favorable. Peut-être qu'une donnée historique peut être un premier élément de réponse. Sachez que les relations culturelles franco-chinoises ne datent pas de 1964. Elles datent de plusieurs siècles avant, de la fin du XVIIe siècle. Le roi Louis XIV et l'empereur Kangxi ont établi des liens, alors pas totalement directs, mais ils ont vraiment établi des liens par l'intermédiaire de 5 missionnaires jésuites qui étaient en même temps des savants dans le domaine des mathématiques notamment, de la pharmacologie, etc. Et le roi Louis XIV a envoyé ces 5 savants auprès de l'empereur Kangxi
ils ont rencontré l'empereur Kangxi quand ils ont pu avoir l'autorisation, après avoir attendu à Ningpo, d'aller à la cour. Pourquoi Ningpo? Parce que c'était un port. C'était un port, bien sûr, et qu'il fallait attendre l'autorisation. Et ensuite, l'empereur Kangxi les a bien reçus. Quelque chose s'est passé de très positif entre lui, sa cour et ces érudits français. Il y a eu un vrai dialogue interculturel. Déjà, ça date de Louis XIV. Et on peut dire qu'il y a eu un dialogue interculturel à ce moment-là, très riche. Très positif. Voilà, puisque, et oui. donc, si vous voulez, la relation entre la France et la Chine naît sous le signe du culturel. Comment vous expliquez l'intérêt de Louis XIV pour cet empire que fut la Chine? Alors bien sûr, la France, sœur aînée de l'Église, voulait essayer de diffuser le christianisme par le biais de ses missionnaires. Mais ces missionnaires, j'insiste, étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des intellectuels, des érudits. Et en fait, il y avait autre chose. C'est que Louis XIV a perçu qu'il y avait une sorte de similitude, il y a eu une sorte d'auto-reconnaissance entre la France et la Chine, parce que peut-être deux pays, l'un rayonnant en Asie et au-delà, et l'autre rayonnant en Europe et au-delà. Et donc, il y a eu une sorte d'auto-reconnaissance entre ces deux pays, et c'est pour cela que ce dialogue s'est établi. Et il y a eu bien sûr ensuite beaucoup d'autres choses. Le roi Louis XIV a découvert la Chine grâce à Marco Polo, peut-être? Bien sûr, l'impact de Marco Polo a été important, mais c'était des missionnaires qui, je le répète, étaient des érudits, et certains étaient déjà des premiers sinologues qui maîtrisaient la langue chinoise. Mais justement, comment ils ont fait pour maîtriser la langue chinoise? Comment? Eh bien, ça c'est ce qui me fait dire que ces missionnaires, certains d'entre eux, étaient de véritables aventuriers de l'esprit, parce que, allant affronter non seulement une langue totalement distante, mais également une écriture, et sans qu'il y ait de cours, ils ont appris par eux-mêmes. Et certains d'entre eux ont atteint des niveaux très élevés. Il y a eu bien sûr des missionnaires italiens. Le premier d'entre eux, on considère que c'est le premier des sinologues, c'est Matteo Ricci, au début du XVIIe siècle, qui maîtrisait non seulement très bien la langue, mais très bien l'écriture. Et on peut imaginer qu'à l'époque, ces 5 missionnaires dialoguaient avec l'empereur Kangxi en langue chinoise. Tout à fait. Et sachez sans le truchement d'interprète. Sans le truchement d'interprète. Incroyable. Et sachez que le premier Chinois, je dis bien le premier, à être venu dans un pays occidental, c'était quelques années avant que les émissaires de Louis XIV rencontrent Kangxi, c'était en 1684. C'était un jeune Chinois converti qui s'appelait Shen Fuzong. À Paris, de passage à Paris, il a rencontré le roi Louis XIV. Et ils ont discuté. En quelle langue? En français? Non. Non, en chinois? Non, en latin. En latin. Parce que ce jeune Chinois était converti au christianisme, donc il parlait le latin. Wow. Le roi Louis XIV parlait latin, et ils ont conversé en latin, et on a le reportage de cette rencontre. Incroyable. C'est extraordinaire. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'en 1814, il y a eu le premier enseignement de la langue chinoise. Tout à fait. L'empereur Kangxi a offert des livres en chinois par le biais de ses missionnaires au roi Louis XIV. Ces livres et ces dictionnaires ont été entreposés à la bibliothèque royale, et Abel Rémusat, avant de devenir professeur, a pu consulter certains de ces ouvrages. Et en ce qui vous concerne, d'où vient votre intérêt pour la langue chinoise? Oh, je vais dire simplement deux choses. S'il n'y avait pas l'écriture chinoise, les caractères chinois, et s'il n'y avait pas eu les relations diplomatiques, c'est-à-dire en ce qui me concerne les relations culturelles, des échanges d'étudiants, je ne serais pas aujourd'hui devant vous.
Alors, les caractères chinois, je voulais arriver à l'université à Paris, je voulais faire une langue qui ne ressemble à aucune autre. Je voulais faire une langue distante. Et il y avait dans mon université à Paris un département de chinois. Donc, en plus de la philosophie que j'avais commencé à étudier, j'ai voulu m'inscrire, je me suis inscrit en chinois. Pourquoi? Même parce que c'est une langue qui ne ressemblait pas aux autres. Mais à cette époque-là, je pensais que le chinois, c'était la langue de la Lune, d'un pays où on ne peut pas aller, puisque quand j'ai commencé le chinois en 1970, la Chine était fermée, on était à la fin de la révolution culturelle, les échanges culturels avaient été interrompus. Malgré tout, vous avez choisi d'étudier la langue chinoise. Tout à fait. Et pourquoi alors? Et je n'ai C'était pas contradictoire? C'est contradictoire, mais si vous voulez, c'est la motivation interne, ouais. comme on l'appelle, qui est plus forte que tout. Non seulement j'ai commencé le chinois, mais je n'ai pas abandonné. J'en ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au bout de 4 ans, je m'apprêtais à abandonner. On était en mai 73. Et voilà qu'une nouvelle incroyable m'est parvenue, c'est que la Chine rétablissait les échanges culturels qui avaient été établis 10 ans avant, enfin 9 ans avant, en 1964. En effet. Elle les rétablissait en 73. 30 places ont été réservées aux étudiants français diplômés de chinois. 30, oui. Diplômés de chinois. Je venais d'être diplômé de chinois et j'ai eu la chance. Et vous l'avez appris comment? C'est un professeur de l'éducation nationale qui vous a appelé pour vous apprendre la bonne nouvelle? Ah, c'était le secrétariat du département de chinois de l'université à Paris qui nous a dit « La Chine rétablit les échanges culturels ». Quelle bonne nouvelle! Une nouvelle extraordinaire, exceptionnelle. Pour moi, jeune étudiant qui allait abandonner le chinois, avec mon diplôme en main. Et donc vous avez pris l'avion, mais à l'époque, il n'y avait pas de ligne directe, si j'ai bien compris, entre Paris et Pékin, n'est-ce pas? Il n'y avait même pas de ligne officielle. Il n'y avait même pas de ligne officielle. Et donc, lorsque le 18 novembre, nous avons décollé avec 29 autres étudiants français, nous avons quitté Paris. C'était pour nous arrêter 2 heures à Rome, ensuite 2 heures au Caire, en Égypte, ensuite 2 heures à Karachi, au Pakistan, ensuite 2 heures à Rangoon, en Birmanie, et enfin, après 22 heures après avoir quitté Paris, nous avons atterri à Pékin le 19 novembre 1973, vers 20-22 heures à peu près. 22 heures de vol. Oui. 5 escales. 4. 4 escales. 4 escales, oui. Oui. Alors donc c'est là que vous avez commencé vos études de chinois et de philosophie, n'est-ce pas? Pas commencé, puisque... En Chine, je disais. Voilà, Chine, oui. Oui, en fait, vous avez, on va dire, plutôt poursuivi, c'est ça le terme exact. Exactement. Donc c'est là que vous avez poursuivi vos études de chinois et de philosophie, peut-être? Un peu. D'après ce que j'ai lu... Je me suis inscrit effectivement la 2e année au département de philosophie de l'université Péta. De Péta, voilà. Mais d'abord, donc vous avez poursuivi vos études de chinois à l'Institut des langues de Pékin, n'est-ce pas? Oui. Alors comment ça s'est passé? Quel souvenir ça vous a laissé? Oh, c'est l'année de ma vie qui est passée le plus rapidement, parce que tous les jours, nous allions de découverte en découverte, de découverte de différences culturelles. 22 heures d'avion après, on arrive à l'aéroport de Pékin, puis ensuite on arrive dans notre université très tard, et je voulais boire, j'allais vers le robinet d'eau normale, d'eau froide, là où on lave ses vêtements, et un étudiant chinois m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est de l'eau froide !» Et je lui ai dit « Oui, et alors ?» Il m'a dit « Viens, viens, viens !» Il m'a servi de l'eau brûlante. Et je lui ai dit « Mais c'est de l'eau chaude ?» Il me dit « Oui, et alors ?» Et donc, vous voyez, ça a été le début d'un dialogue interculturel, lui me demandant « Mais pourquoi vous buvez de l'eau froide ?» Et moi de lui dire « Mais vous buvez de l'eau chaude ?» Et en effet, des écarts comme ceci, il y en a eu tous les jours pendant 1 an et 2 ans. Et c'est pour ça que ce sont 2 années qui sont passées extrêmement vite. Il y a eu des dialogues, bien sûr, avec les étudiants chinois, ensuite même avec des paysans chinois, etc. Mais tout ça en langue chinoise, n'est-ce pas? Absolument. Est-ce qu'il y a eu un écart assez important entre le chinois que vous parliez en Chine et le chinois que vous aviez appris en France? Oui, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques petites anecdotes?
Alors, oui, une anecdote, par exemple, parce que le chinois que nous avions appris, il était surtout dans les livres, dans Oui, les c'est ça, un manuels. chinois très livresque, académique. Livresque, parfois académique, parfois, mais Ouais. bref, livresque. Et Ouais. donc, une anecdote, le lendemain de mon arrivée, je me précipite à la poste, à côté de l'Institut des langues, parce que bien sûr, je veux écrire à mes parents. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Non, 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 il n'y On avait ne pas pouvait de pas WeChat, téléphoner, il n'y avait etc. rien du tout, oui, je Et me donc, souviens. je vais à la poste et c'est pratiquement mes premières conversations naturelles en Chine. Ah. Et je m'adresse à la postière simplement pour acheter un timbre et puis un aérogramme, comme on disait à l'époque. Et donc, je m'adresse à elle en lui disant, en chinois, Oui, Xiao Jie, oui, c'est-à-dire c'est ça. mademoiselle. Exactement. Et elle s'est mise à rougir. Oui, on était en 1973. Elle s'est mise à rougir et à Oui, pouffer oui. de rire. Et j'ai compris bien après qu'on n'utilisait à l'époque absolument pas ce terme, mais on utilisait le mot camarade. 同志. 同志. Ah. Voilà. Ça a été le premier choc. Ensuite, après la poste, je suis allé acheter un stylo et un cahier. Et au moment de payer, je demande en chinois, je savais le dire, combien ça coûte? 多少钱? 多少钱? Et l'employé chinois était tellement surpris de voir un étranger parler chinois qu'il ne m'a pas répondu avec des mots, mais en faisant un geste. Et il me montre ce que je pensais être le chiffre 2 avec la main. 8? Non, ça Et correspond. je lui ai donné 2 yuan. Ah, 2 yuan, d'accord. Et il m'a dit non, il s'est mis à rire, il m'a remontré ceci, et je ne comprenais pas. Et ensuite, il a écrit le chiffre 8, Huit, en, ouais. en chiffre arabe. Et c'est là que j'ai compris que même les gestes étaient différents. Voilà. D'accord, ça vous a beaucoup amusé. Mais c'était des écarts culturels. Et je vais vous dire, Mm. c'est ce que je recherchais en m'engageant dans cette langue. Une langue distante, dépaysante. Oui, justement, donc une langue distante, dépaysante et surtout avec des sous-jacents culturels. Bien D'accord. entendu. Oui, oui, oui. Bien entendu. Si elle est distante et dépaysante, nécessairement, c'est qu'il y a un terrain culturel distant et dépaysant. Mais ça ne vous a pas, on va dire, perturbé, on va dire? Ah non, au contraire, Pas du c'était tout. pour moi la plus forte attraction. Ah, C'est ce que je recherchais depuis le début. ah. L'attraction de quelque chose qui est très distant, très différent. Mm. Une écriture comme celle du chinois, il n'y a pas plus dépaysant pour le cerveau d'un jeune Français. En fait, vous êtes quelqu'un de très, on va dire, audacieux et aventurier même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'un Américain qui parlait très très bien le chinois. Et en fait, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que même s'il parle un chinois très courant, parce que sa femme, elle est chinoise, eh bien, il n'écrit pas en chinois. Et en fait, il est pris en pinyin. Et je lui ai dit, mais franchement, je dis, mais pourquoi tu n'écris pas en chinois? Il me dit, c'est trop difficile. Et en fait, il y a beaucoup d'étrangers qui, malgré leur bonne maîtrise de la langue chinoise, ne lisent qu'en pinyin. Et ce n'est pas du tout votre cas, même si vous êtes passé par le pinyin quand même. J'attire votre attention sur le fait que je ne suis pas américain. Je veux dire par là, non, je veux dire par là que nous, Européens, nous sommes issus d'un vieux pays et de pays orientés vers l'écrit, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Nous sommes et comme la Chine, nous sommes des peuples de l'écrit. Tout à fait. Alors qu'aux États-Unis, et ça peut donner d'excellentes qualités d'ailleurs, c'est un peuple de l'oral. Ouais. Ils ont une très belle éloquence, les Américains, quand ils parlent. Vous voyez. Ceci explique cela. Je pense. Ouais, ouais, Et ouais. moi, c'est au contraire l'écriture chinoise qui m'a attiré. C'était pas trop difficile pour vous? Je n'ai jamais ressenti que c'était difficile. Pour moi, les Bravo. mathématiques, c'est beaucoup plus difficile. Même pour beaucoup de Chinois, hein, l'écriture chinoise est trop complexe. C'est du chinois pour eux. Alors, donc, vous avez passé combien d'années en Chine? Eh bien, je ne savais pas combien d'années j'allais passer quand je suis arrivé, parce que la Chine n'était pas vraiment préparée à accueillir des étrangers. Donc, on savait qu'on resterait 1 an. Ah non, ouais. Mais quand on est arrivé, au bout de quelques semaines, on nous a dit, ceux qui veulent prolonger d'1 an, mais pas plus, oui. c'est possible. Ah oui.
Et donc nous avons été les 2 tiers du groupe français à décider, comme moi, de prolonger d'1 an. Donc j'ai effectué un séjour de 2 années universitaires à Pékin. Donc d'abord à l'Institut des langues de Pékin, mais pendant votre année d'études alors, donc comment ça se passait tous les jours entre les cours et les visites peut-être? Eh bien, on se levait tôt, pour nous un peu trop tôt, au son des haut-parleurs où on entendait tous les matins à 7h du matin l'éditorial du quotidien du peuple. Et donc ça nous réveillait, on n'aimait pas tellement ça. Ensuite, il y avait les cours le matin très intensifs, 4 heures de cours tous les matins. Tous les matins? Oui, il y en avait un peu l'après-midi. L'après-midi, il y avait aussi un cours que je suivais, un cours de Tai Chi Chuan. Ah oui, c'était pas que des cours de langue. Oh, surtout des cours Essentiellement de langue. Des cours de langue. Bien sûr, de langue et d'écriture. Il fallait absolument qu'on élève notre niveau. Ah oui, oui, oui. Et puis bien sûr, le week-end, nous étions libres. Alors on allait en ville, comme on disait. C'est ça. Mais que à Pékin et dans les environs de Pékin. Sauf une fois, on a appris que l'on pouvait aller à Tianjin sans cette autorisation intérieure qu'il y avait à l'époque, sans ce visa intérieur qu'il y avait à l'époque. Alors, vous y êtes allé? Bien entendu, bien entendu. Et on a même voulu aller avant tout le monde à la Grande Muraille parce qu'on savait que ça faisait partie du périmètre autorisé. Voilà, et on est allé à Tianjin pour manger ce qu'on appelait des gobuli. Ah, gobuli bao. C'était une gobuli bao, donc des sortes de pains farcis qui sont une spécialité de Tianjin. Et vous avez aimé? Oui, mais c'était toujours le plaisir de la découverte. Et ensuite, arrivé aux vacances de Chunjie, de la fête du printemps, nous avons effectué notre premier voyage, organisé par notre université, et nous avons découvert Hangzhou. Ça, c'était en hiver 74, Hangzhou sous la neige. C'était extraordinaire, je m'en souviendrai toute ma vie. Ensuite, Wuxi, ensuite Suzhou, et aussi Shanghai. Ça a été le premier voyage qui a duré une dizaine de jours. Quand même. Voilà. Organisé, bien sûr. Organisé par l'université avec des accompagnateurs, etc. Et ensuite, nous avons repris nos cours. Arrivé à l'été, moi, je ne suis pas rentré en France pour les vacances. J'ai profité pour participer à un voyage organisé encore. Et la deuxième année, même chose encore, voyage organisé, mais cette fois-ci par l'université de Pékin. Et voilà, et les 2 ans sont passés très très vite. Et au bout d'un moment, j'ai senti que je comprenais même ce que disaient 2 Chinois dans l'autobus. Et là, je me suis dit, ça y est. Ça y est, c'est rentré. Et enfin, au bout d'un moment, je commençais à peu près à lire couramment les articles de journaux. Voilà. Vous êtes quand même très doué, hein, je trouve. Non, vous savez, quand on a de la motivation, c'est ça qui est déterminant. Quand on a une forte motivation intérieure, comme on dit, eh bien, on ne trouve pas des choses peut-être difficiles, on ne les trouve pas difficiles. Et les examens, c'était difficile? Je ne me souviens même pas des examens, je n'y faisais pas trop attention. Non, on voulait élever notre niveau parce que là, j'avais compris que quand je rentrerai en France, ma voie professionnelle, c'était l'enseignement de la langue et de la culture chinoise. Voilà. Et ceux qui sont allés en Chine pour la première fois avec vous, parce que vous étiez une bonne trentaine, hein, est-ce qu'ils se sont tous orientés vers l'enseignement? Tous, non, mais disons une bonne partie d'entre nous, peut-être une quinzaine, je ne sais pas, une vingtaine, sont devenus des sinologues ou des professeurs de chinois. Il y en a même une qui vient de sortir un livre. Elle est devenue spécialiste universitaire de la cuisine chinoise. Wow. Et elle vient de sortir un livre très universitaire sur la cuisine chinoise, la culture culinaire chinoise. Il y en a un autre qui est devenu grand spécialiste de la théorie des 5 éléments et du yin et du yang. Oh là là, c'est Il y en a un autre qui est devenu un spécialiste aussi de la philosophie chinoise. Moi, spécialiste de ce qu'on appelle la didactique, c'est-à-dire la pédagogie du chinois. Un autre spécialiste de l'histoire chinoise de la dynastie Song, etc. etc.
Est-ce qu'on peut faire le point sur l'enseignement du chinois en France? Tout d'abord, combien de lycées ou de collèges enseignent la langue chinoise? Alors, donc la France est le pays où l'enseignement du chinois, l'enseignement réglementaire du chinois, où cette dimension est la plus grande, tout simplement. Plus qu'en Angleterre, Bien sûr. plus qu'aux États-Unis. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Et donc vous avez à peu près aujourd'hui, en tout, toute situation d'apprentissage confondue, vous avez à peu près 100 000 apprenants de chinois, mais le plus important, c'est de savoir que sur ces 100 000, vous en avez la moitié qui sont engagés dans un apprentissage scolaire de chinois, un vrai apprentissage, c'est-à-dire en primaire, mais surtout dans le secondaire, c'est-à-dire qu'ensuite ils vont présenter le chinois au baccalauréat. Incroyable. Ça, c'est un vrai apprentissage, ce n'est pas simplement une matière optionnelle que l'on fait 1 an ou 2 et que l'on abandonne ensuite. Ça, c'est à peu près la moitié, et vous en avez bien sûr ensuite à l'université, vous en avez dans des associations, vous en avez dans des instituts Confucius, etc., etc. Est-ce qu'on peut dire, après vous avoir écouté, que la France occupe la première place dans le monde en matière d'enseignement du chinois? Je crois qu'on peut le dire, surtout si on prend en compte ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que c'est un véritable enseignement scolaire structuré maintenant. Il y a une inspection de chinois nationale, régionale, il y a de la formation au sein du système scolaire français, la formation des professeurs, la formation des continus, il y a des programmes scolaires publiés officiellement. En ce sens, oui. Tout ça, c'est en grande partie grâce à vous. Oh, grâce à tous ceux qui ont bien voulu m'accompagner aussi. Vu les places que vous occupez dans l'enseignement du chinois en France. Alors maintenant, nous allons poursuivre notre interview en langue chinoise. 我们都知道你有十分丰富的中文教学经验。那么现在，我想知道一下，您认为法国人在学习中文的时候，他的难点在哪里呀？其实难点不少，难点不少啊。我想突出一下我们学习英语难点也不少。是的。我们学习德语、俄语难点可能更多。所以我一直很难接受一点的，就是过于突出汉语的难点。任何语言都有难点，不知道为什么，尤其是中国人可能专门突出。外国人学习汉语应该很难很难，所以我一直当然是有差异，可是我还是想突出一点，法国人学习其他外语难点也不少，哈。我们都学过英语，可是为什么英语不到位啊？为什么呀？那就是因为对我们来讲，英语也有它的难点。当然，可能文字我会说需要很长时间。对，我没说汉字很难，我就说需要很长时间。我为什么不说很难呢？因为对张三来讲，也许汉语很难学，汉字很难学。对李四来讲，汉字好玩，有强烈的动机。这个李四也许就是您，因为您从来没有觉得汉字很难，而且您认为这是一种挑战，您就是喜欢难的东西，对不对？对了，可能是因为个人特征。对，有的人就跟汉字有一种特殊的因缘。对，渊源呢，而且有特殊的内在动机。内在动机使人会以为，我学习的这个知识其实并不难。可是如果比如说数学，有的人觉得好玩，我呢一直觉得很恐怖。我也觉得很恐怖。所以到底数学难不难？这因人而异嘛。这个问题答得非常好，因人而异。那么您在学习，比方说吧，您教了那么多的学生啊，您觉得是不是有的法国学生在学汉语的时候，我们不说，先说口语吧，您的学生当中是不是您觉得有的人学就同样水平啊，同起点是一样的，有的人学汉语呢就是比
其他人快？有没有这种语言上的天赋呢？首先有一点是比较客观的，是按我习惯用的词汇啊，是说汉语是远距型语言，远距离。为什么呢？远距离我觉得更科学，就是用词更科学。距离不一定等于说很难，当然肯定是有难处，因为远距嘛。对，远距。对。西班牙语对法国人是近距离的。这个词是不是您发明的呀？是我写过相关的文章。远距离语言。可是呢，为什么不等于说很难？因为比如说我正好是因为是远距离语言，所以我就愿意去学，所以我就有强烈的内在动机。对，内在动机。有强烈的内在动机，那你不会觉得太难。我觉得应该这么说。可是当然，那个语法、词汇啊，尤其是文字，当然差异是很大的。差异是很大，也就是说，首先。应该这么说，就是看个人的内在动机是不是强烈，个人内在动机强烈，那么再难呢，对他来讲呢，也就没有比那些动机不强烈的人更难，是这样说吗？如果是真的是那么难呢？那个全球第一任教授，怎样能自学去学习汉语，而且达到正教授，法兰西工学院正教授的水平呢？所以我觉得应该相对的看待这些问题。好的，还想问您一个问题，您觉得这个法国人或者说是其他外国人，他们怎么样才能熟练地掌握中文？我说的熟练掌握中文，就像您这种水平。那么现在我的问题就是说，是不是非得去到中国去住上一段时间呢？是不是必须的？我觉得跟掌握英语、西班牙语、德语、俄语一样呢。如果不去一个就是有一个语言环境呢，对，能日常的每天从早到晚就是用目的语交流呢，那恐怕口语几乎是没法掌握的。对。所以语言环境是关键。问题在于没有文字环境。也就是说，您可以在中国待几十年，回来还是文盲。您指的文盲就是说不能阅读，是吗？不能阅读，如果没学过嘛。对。如果没学过嘛，那是文盲。所以没有文字环境，除了几个字、几十个字对，没有。可是语言环境、声音的环境、语音的环境，当然会起很大的作用。必须得在这个当地的国家比方说，您这个非常对。比方说。我记得就是中国在刚刚建国初期有好多文盲是什么意思？就是说他们不会不识字。我记得很早的时候，我拿的一个地址问一个老太太，我说大娘，您能告诉我怎么走？那个老太太说我不识字。我当时很惊讶，不识字，哎呦，还有这么多文盲。也就是说，不识字并不等于您不会说这个语言，对吧？中文学习中文其中最大的特征，可以这么说，就是像我一个老外，当时学了1年，学了2年，学了3年，学的是相当长的时间，我当时还是文盲。不可能。不，您当时您学中文学了几十个字拿人民日报能读懂吗？读不懂。认识了几百个字拿人民日报能读懂吗？读不懂。那是为什么呢？但是您的口语已经很地道了。是因为中国文字不是表音文字，是表意文字。对。所以我会说，比如说北京，可是看这2个字我不知道是北和京。是这样的。所以需要储存几千个字。对。可是不是说不可行。其实我当然要
要学习几年之后，传教士当时他们没有学校啊，对呀，他们就是靠自己吗刻苦靠自己的努力啊，太棒了，认识了几千个字，有的甚至最后是会用中文写字，不只是用中文，用文言文写字，对，用文言，言文，所多以难呢！所以不是不可能，要看个人的内在动机如何。好的，那个您在1989年啊出版了汉语语言文字启蒙》这部书呢，被法国的这个高校、中学、民间团体和官方等部门，都广泛使用，多次出版，总计达9万余册。也许这个数字现在已经低估了啊。这本书的特点是什么？为什么能够受到大众的欢迎呢？这本书确实包括30多年以后到。几乎每个星期有原来的使用者，也许我认识，也许我不认识，倒是就提到，就会向我提到黄皮书，他们说黄皮书，对，我还用过黄皮书，对，我记得很清楚。这个确实，20万册一共啊，30年来其实是极少见的，其实在外语教育方面是极少见的事儿。我觉得主要的。可能是有一个悖论呐，我这个老外编写一个汉语教材，跟大陆的不一样，我是遵守汉语的内在特征去编写，而当时的大陆的教材就把汉语教学有一点细化了。也就是说，否认汉字作为一个独特的单位。我呢，从最开始是遵守汉语的独特性，就是说，除了词以外，比如说中国、法国、巴黎也有字，就是里、巴，有字。也有字的频率，不只是词的频率，字的频率，字也是一门学问。您指的字就是一个希腊吧，还是什么呢？就是一个字嘛，就是一个字啊，对，就是一个字啊，就是一个字有它的结构，对，有它的部首，对，有它的偏旁啊，对，有它的来历啊，有它的原型啊，字也有它的意思，有时候也是多义的。也有它的音节等等，都是跟字作为一个基本单位。法文没有字这个单位，只有词 ，France、Chine， 这是词。对，在下边呢没有什么，所以其他语言都是1元的，中文是2元的。所以呢，包括大众的，好像有意识还是无意识，意识到了。跟大陆教材不一样，这是遵守汉语的独特性。那这样子的话，您反而是尊重了汉语的独特性，反而这部书能够让法国人更好的学习中文，是吗？很简单的例子，法国人学习，比如中国这个词，他们马上就想查一下，中什么意思，国什么意思？把它拆开了，把这个词不是已经拆开了，已经拆开了。中和国不是连写的，对。可是大陆教材不告诉你中什么意思，国什么意思，只告诉你中国就是信呢。那我们是没法接受的，因为一看就能看得到，这是2个单位组成的，是的，构成的，很简单。中文不是有词典和字典吗？对，词典和字典，对。难怪是因为中文是2元。很简单，其实很简单，可是不知道为何中国是走向另一条路。我说中国是中国的对外汉语教学界。是不是因为觉得因为外国人呢，学中文有难度，所以我们应该让他们，就是他们用怎么说？我不太会解释这个，因为您是这方面的专家。我觉得跟难度没有关系。这是汉语本身的内在。特征。刚才不是说只有中文才有词典和字典？请问为什么？这不是跟难度无关，
对，这是因为中文有2个单位，而不止一个。有词，比如中国，也有字，比如说国，比如说字，比如说中，比如说等等。法文呢，只有词典，为什么？因为只有词，没有下边没有别的。那白乐桑老师，您这个怎么说呢？您这个观点是不是跟那个您的中国的同行说了呢？我几十年来，而且中国学术界都知道我的观点。其实，在一定程度上，越来越多的人接受了你的观点。接受，可是因为种种背景、对种种原因，对，教材还没变。所以这就影响了国际汉语教育的这个普及和推动。